avec Sophie Carquin qui est à côté de moi aujourd'hui et pour ce moment d'échange. Donc Sophie, vous êtes journaliste, écrivaine, poète, vous animez des conférences, des ateliers d'écriture, vous êtes scénariste de BD et vous avez aussi en janvier 2023, pardon. Oui, c'est 2004 pour l'ouverture de cette maison des adolescents à Paris, à l'hôpital Cochin. Et donc, vous avez eu l'occasion et le plaisir, puisque vous avez travaillé avec Marie-Rose Moreau, directrice de la maison des adolescents, la maison de Solène, à Paris. Vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, bien sûr. Déjà, pour vous, merci d'être ici et bonjour à tout le monde. Pour vous rappeler que la santé mentale, c'est la grande cause 2025, surtout la santé mentale de nos adolescents et de nos adolescentes, qui est quand même assez préoccupante. Donc, c'est la raison qui m'a poussée, et merci Gaëlle de cette présentation, à avoir envie de faire une immersion dans un hôpital psy pour ados qui s'appelle la Maison de Solène, qui est à Paris, un lieu qui a été créé en 2004, qui a été dirigé par le professeur Marcel Ruffo, qui est un éminent pédopsychiatre et qui a fait de la télé, qui est très connu. Enfin, et donc ce lieu maintenant, depuis 2008, il est dirigé par Marie-Rose Moreau, qui est une professeure de pédopsychiatrie et qui m'a ouvert ses portes. Moi, je passais très souvent devant cet hôpital psy pour ados et à chaque fois, je me demandais ce qui se passait derrière ces murs. C'est très silencieux quand on passe devant. C'est un lieu qui est très beau, comme une sorte de paquebot, d'ailleurs un paquebot ou qui ressemble aussi à un papillon sur le bitume. C'est le titre de mon livre. Donc, qui est assez vert en plexiglas, qui est un lieu donc très lumineux, mais très silencieux. Et à chaque fois que je passais devant, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe derrière ces murs? Comment on peut être hospitalisé à 15 ans, même avant, à 12 ans? Comment est-ce qu'on peut être aussi mal dans sa peau pour être hospitalisé? Et j'ai donc rencontré la professeure Marie-Rose Moreau, et je lui ai proposé d'écrire un livre sur d'écrire cette expérience d'immersion dans son hôpital psy auprès des ados. Et je lui ai dit, dans une boutade, parce que je la connais un petit peu, je l'avais déjà interviewée pour des articles, je lui ai dit, il faudra que tu me laisses porte ouverte partout. Et elle a tenu parole avec beaucoup de courage, parce que faire entrer le loup dans la bergerie, enfin, elle savait très bien, elle avait confiance en moi, évidemment, mais faire entrer quelqu'un qui veut écrire un livre dans des consultations psy, dans des entretiens psy, il faut quand même avoir confiance. Donc, elle m'a fait cette confiance et elle a relu le livre qui lui a beaucoup plu, donc tant mieux. Donc, pendant 1 mois, 4 semaines, j'ai suivi des adolescentes, 3, 4 de façon plus précise, enfin plus rapprochée, on va dire, mais tous ces adolescents qui sont hospitalisés, c'est-à-dire qu'il y a 20 lits à la maison de Solène, 20 lits qui sont répartis en troubles des conduites alimentaires, beaucoup d'anorexie. L'anorexie, vous le savez, c'est un trouble qui est extrêmement grave, très rare, enfin très rare, mais malheureusement de plus en plus fréquent chez les plus jeunes, mais ça atteint 1% à 1,5% de la population, mais ça fait quand même du monde au bout du compte. Et surtout, c'est de plus en plus tôt. C'est ça ce que Marie-Rose Moreau m'a dit et ce que j'ai vu. Il peut y avoir des jeunes filles qui entrent ici à 10, 11 ans, 12 ans, et c'est quand même très tôt pour démarrer une anorexie qui, comme vous le savez, consiste en un jeûne extrême. Elle se prive de manger totalement. Donc voilà, je reprends ma phrase. Donc 20 lits consacrés aux troubles des conduites alimentaires, aux troubles psy en dehors des conduites alimentaires, c'est-à-dire dépression, déscolarisation. Ça, c'est aussi un mal en augmentation, les phobies scolaires et la déscolarisation. Et ensuite, troisièmement, pédiatrie. La pédiatrie qui a toujours un petit rapport avec la psy, parce qu'on est toujours dans cet hôpital psy pour ados. Ça peut être des diabètes, des jeunes qui souffrent de surpoids et qui souffrent de diabète et qui se soignent mal. Voilà.
voilà, donc d'autres troubles. Donc voilà, donc effectivement, le premier jour, je vais vous raconter mon premier jour là-bas, on m'ouvre la porte et je commence à visiter les locaux que je trouve effectivement très beaux, parce que l'art occupe une grande importance, l'art-thérapie. À la maison de Solène, on essaie de soigner les ados en contournant, pas en leur mettant le nez dans l'assiette en disant mange. Enfin, vous me direz, ça ce serait vraiment idiot. Hein, c'est évidemment pas comme ça qu'on soigne l'anorexie, mais on contourne, leur fait faire de l'art, on leur fait faire tout doucement un petit peu de sport, enfin, qui les réconcilie avec leur corps, on leur fait faire des ateliers de cuisine, etc. Et donc, ce premier jour, on m'ouvre la porte et la praticienne principale, la psychiatre, vient me chercher en disant bah, viens, je commence mes consultations, viens les suivre avec moi. Et là, première surprise, parce qu'encore une fois, je ne m'étais pas imaginé quand même pouvoir suivre toutes les consultations. Donc là, la première jeune fille, et je le raconte dans le livre, à laquelle j'assiste, enfin à la consultation de laquelle j'assiste, c'est Zoé, qui est anorexique et qui a fait une tentative de suicide pendant un intercours. Donc, je ne vais pas parler de choses très drôles là pour l'instant, mais c'est néanmoins un lieu plein de bienveillance et d'humour, bizarrement, cette maison de Solène. Donc Zoé, j'assiste à cette consultation et je vois bien que la mère est complètement dépassée et elle ne sait plus quoi faire, évidemment. La mère commence à dire à la pédopsychiatre, mais vous pouvez la garder combien de temps? Et la pédopsie lui dit, on va essayer 15 jours. Et la mère, elle la regarde avec des yeux comme ça. Alors c'était l'époque des masques, hein, donc je voyais beaucoup les yeux, en roulant des yeux et en disant, mais 15 jours, mais c'est trop peu. Et elle dit, mais on ne la laissera pas prendre de risques, on commence par 15 jours et puis on verra bien. Parce qu'il faut savoir qu'à la maison de Solène, comme dans tous les hôpitaux psy pour ados, il n'y a pas assez de place et il n'y a pas assez de praticiens. Ça, c'est pour ça que cette année, le fait que ce soit une grande cause nationale, c'est un espoir quand même pour éventuellement qu'on débloque des fonds, qu'il y ait plus de psy, enfin, parce qu'on a vraiment besoin de plus de gens. Donc voilà, je ne sais plus ce que je disais. Ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à m'interrompre. Moi, ça me fait aussi, voilà, ça me donne une orientation. Maintenant, je vais continuer, mais ça me donne une orientation si vous posez des questions. Donc voilà, moi je trouve effectivement très très bien que la santé mentale, on en parle, et en ces termes. Vous savez que récemment, pour ceux qui écoutent la radio France Inter, il y a eu Nicolas Demorand, qui est le journaliste de la matinale, qui a osé dire qu'il était un malade mental. Il a fait exprès d'utiliser ces termes en disant « je suis bipolaire, je suis un malade mental », et il l'a fait exprès avec un peu de provoque pour essayer de ruer dans les brancards et de dire « il faut en parler ». Voilà, donc effectivement, moi, c'est l'une des raisons qui m'a fait aller vers ces ados. Et voilà, parce qu'il faut en parler. Et pourquoi est-ce qu'il faut en parler? Parce que nos ados vont plutôt un peu moins bien qu'avant. Depuis le confinement et le Covid, ça a été vraiment une rupture que tous les psys constatent, à commencer par Marie-Rose Moreau, l'augmentation de demandes d'intervention depuis le confinement. On va jusqu'à plus 30%. Et plus 30% d'augmentation de consultation. Avant le Covid, les ados étaient plutôt, ceux qui allaient mal, c'était plutôt entre 8 et 10%, et on est monté jusqu'à 12% d'ados qui ne vont pas bien depuis le Covid. C'est en train de se réduire, à 11%, mais 12%, c'est quand même pas rien, hein. Ça fait vraiment, ça fait du monde. Et dire qu'aux États-Unis, par exemple, ils sont plutôt 16%. Alors, c'est pas non plus c'est pas un bon exemple à suivre. Donc, alors, depuis le Covid, donc 30% de consultations en plus, et surtout des troubles plus graves qu'avant, et des ados qui arrivent en état plus tôt et plus grave. Par exemple, les anorexies. Les anorexiques arrivent dans des états de jeûne absolu, c'est-à-dire qu'elles ont perdu énormément de poids
Les parents, bizarrement, ne s'en rendent pas toujours compte. Là, c'est l'une des choses qui m'ont le plus étonnée parce que moi, je voyais des jeunes filles effectivement très maigres, mais elles se camouflent, elles se cachent derrière des grands pulls. Ça, on connaît bien les stratégies des anorexiques. Mais effectivement, les parents soit peut-être sont-ils dans le déni, mais peut-être ne veulent-ils pas voir, mais ils voient assez rarement. Ou quand ils voient, c'est vraiment devenu très grave. Tous les parents ne sont pas comme ça, hein. Là, je fais une généralité, mais un certain nombre de parents. Donc, voilà, les anorexiques, de plus en plus graves. Qu'est-ce que j'avais à vous dire sur les chiffres? Alors, la Maison des ados, comme je vous le disais, a été créée en 2004. Et la première a été créée au Havre en 1999. Et maintenant, il y a 120 maisons des ados, c'est-à-dire hôpitaux vraiment dédiés aux adolescents. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était évidemment, c'est ni des enfants ni des adultes, ils ont leurs besoins spécifiques. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les troubles des ados aujourd'hui? Alors, l'anorexie, je vous en ai parlé, entre 1 et 1,5%. C'est la maladie mentale la plus grave parce qu'on peut encore en mourir, mais j'ai bien vu aussi à la Maison de Solène, on peut en guérir. Je les ai vues, celles qui... Alors, on peut en guérir, mais ce n'est pas non plus linéaire. J'en ai vu qui sont revenus. Par exemple, une jeune fille qui avait commencé à aller mieux, et comme on manque de place, on l'a laissée partir, enfin dans sa famille. Après, on ne les lâche pas dans la nature. Elles reviennent une fois par semaine, elles voient des diététiciennes, on les pèse, elles déjeunent avec d'autres, elles font un atelier, elles font une thérapie de groupe, enfin un groupe de parole. Et ça, c'est une fois par semaine, donc encore une fois, on ne les laisse pas tomber. Mais après, les choses de la vie font qu'elles peuvent replonger et elles peuvent revenir à la Maison de Solène. Donc effectivement, ce n'est pas linéaire. Ce que j'ai vu beaucoup, c'est des scarifications aussi. Donc les scarifications, ce n'est pas si grave que ça, comme dit la thérapeute, le docteur Gall, dont j'ai suivi les consultations. Ça prouve que ce sont des petites incisions non suicidaires, on va dire, mais à un moment donné, ces jeunes souffrent et ont besoin de se soulager physiquement, comme ça, par des incisions. Et là, c'est pareil, ce qu'on appelle le cutting aux États-Unis, ben, il y en a de plus en plus en France. Vous vouliez poser une question? Non, non, c'est... Allez-y. Non, c'est juste que par rapport à ce phénomène-là, on se rend compte souvent que cette souffrance physique que s'impose l'adolescent permet de revenir à la réalité par rapport à la souffrance morale qu'ils endurent. Donc c'est vraiment un cercle vicieux parce qu'elles se font mal pour moins souffrir. Oui, elles se font mal physiquement, voilà, pour moins souffrir psychiquement. Voilà. Oui. Et pour vous dire, bon, c'était la grande époque des masques. Quand j'y suis allée, c'était un petit retour de Covid. Et une infirmière m'a dit, on leur donne des masques sans la petite barrette métallique parce qu'elles peuvent se blesser avec la petite barrette métallique du masque. Donc, elles font attention, tous ces soignants que j'ai trouvés, moi, admirables et vraiment... je ne sais pas comment vous dire, mais ça, souvent on me demande, mais c'était pas trop dur d'être, eh ben non, déjà parce que j'ai fait un certain nombre de papiers psy et que je sais bien que les ados vont pas très bien, mais moi ce que j'ai vu, c'est des ados qui s'entraident. J'ai vu énormément de bienveillance dans ce lieu-là, des ados qui s'entraident, qui ne se moquent jamais les uns des autres. Une anorexique frêle comme une gazelle ne va pas se moquer d'un garçon en surpoids, par exemple. Et j'ai vu des soignants qui étaient complètement dévoués à leur cause, qui pouvaient passer parfois 1h30, une consultation d'1h30, c'est énorme. Donc voilà. Et effectivement, les scarifications, maintenant, c'est devenu un truc, j'allais dire, à la mode. C'est certainement pas, ne le prenez pas mal, mais en tout cas, une façon actuelle de montrer sa souffrance, d'exprimer sa souffrance de la part de ces ados. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant un mois? Là, je vois que vous avez la photo de Hikikomori, mais je vous en parlerai après parce que je viens effectivement pour ces 2 livres. Donc, pendant un mois, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai suivi. Alors, à la Maison de Solène, il y a des ateliers thérapeutiques que j'ai trouvé vraiment, vraiment très, très, très utiles et très performants.
notamment un atelier de radio où l'animateur, il y a à chaque fois des professionnels, un animateur de radio qui vient et qui prend avec lui un petit groupe d'ados en leur disant « vous êtes mes chroniqueurs », comme dans n'importe quelle, comme dans l'émission Quotidien que les ados suivent beaucoup, enfin, ou d'autres émissions. Vous êtes mes chroniqueurs, vous allez choisir le sujet de votre chronique et vous allez écrire une chronique et après on va enregistrer. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, moi aussi en tant que journaliste, que c'était super. Donc, le sujet du jour auquel j'ai assisté, c'était on est en 2050 et où donc vous allez choisir le sujet de votre chronique. Et donc, il y a une ado qui a choisi le sujet écologie, évidemment, un autre le sujet musique, enfin bon. Et puis, il fallait donc qu'ils se projettent dans l'avenir, en 2050, et qu'ils écrivent leur chronique. Alors, ça frôlait parfois l'apocalypse. C'était parfois très drôle, avec des histoires de Elon Musk et Trump, déjà à l'époque. Donc, ils suivent bien l'actualité aussi. Donc, cet atelier était vraiment bien. J'ai suivi aussi des cours. Alors, les cours sont individuels. On ne les lâche pas. On essaie de ne pas rompre avec l'école. Donc, on leur propose des cours totalement individuels. Pourquoi ? Parce que, par exemple, chez les anorexiques, il y a une espèce de performance, d'exigence. C'est vraiment typiquement des filles qui sont premières de classe et qui se font mal à trop travailler. Notamment, quand les ados commencent à être admis à l'hôpital, on les soumet à un inventaire. Bon, là, je passe un peu du coq à l'âne, mais bon, je voulais vous parler de cet inventaire. Alors, l'inventaire, donc l'ado arrive avec sa valise, elle intègre une chambre. Je dis elle parce qu'il y a plus de filles, mais bon, ça peut être des garçons. Et donc, avec une aide-soignante, ils font le tour de tout ce qu'elle a apporté et ils retirent tout ce qui est en verre, tout ce qui est susceptible de les blesser, de façon volontaire ou involontaire, mais les scarifications, ça se fait avec un bout de verre, donc moi j'ai assisté à un inventaire et j'ai bien vu que c'était fait hyper rigoureusement. Un petit vase en verre que la mère avait mis dans la valise pour égayer la chambre avec des fleurs artificielles. Hop, ça dégage. On va leur rendre à la fin de l'hospitalisation. Un crochet, c'est la grande mode du crochet chez les ados, vous savez, ou du tricot. Le crochet, les aiguilles à tricoter, ça c'est pareil. Ça va dans le petit vestiaire qu'elles récupéreront après, à la sortie. Et les cours, c'est pour ça que j'en arrivais aux cours, parce que les anorexiques, elles apportent leurs cours de première, de terminale, et là, on leur retire en disant tu as droit, comme si c'était une addiction à la réussite, tu as droit à des cours, mais particuliers. Alors là, les jeunes un peu flemmards, ça leur semblerait... Moi, je sais que j'ai un fils qui est un peu flemmard à l'école. Alors lui, il ouvrirait des yeux comme ça s'il entendait ça. Donc voilà, atelier thérapeutique, les cours, l'inventaire. Et ce que j'ai suivi aussi, c'est leur repas au réfectoire. Et là, c'est très particulier parce que assister à un repas avec des anorexiques, c'est vraiment quelque chose. Je me suis retrouvée dans la salle à manger thérapeutique avec ces jeunes qui composent leur repas avec leur plateau, sous l'œil vigilant quand même de l'infirmière qui leur dit à un moment donné, est-ce que tu peux prendre un petit peu de poisson ? Mais généralement, on les laisse assez libres, parce qu'il ne faut surtout pas être trop interventionniste avec les anorexiques. Donc j'ai vu des plateaux un petit peu pas très bien composés, une fille d'ailleurs qui était nourrie par sonde, et qui avait pris 2 yaourts et un tout petit peu de courgettes, même pas de poisson. Ce jour-là, c'était cabillaud, courgettes, et puis petits suisses et pommes au four, je me rappelle. Et donc, je m'installe à une autre table et puis j'essaie de regarder, toujours avec les oreilles, j'ouvre grand mes oreilles et tout, et j'ai mon carnet à portée de main. Mais ça, elles le savaient, les ados, on leur avait signalé que j'étais là. Je fais une parenthèse parce que je ne les ai pas prises en traître. Et donc, et là, je vois que y en a qui ne mangent pas du tout, quoi, qui sont complètement raides, statufiés devant leur assiette,
ne peuvent pas manger. Il y en a une autre qui s'installe sur le bout des fesses et qui mange un tout petit peu. Et là, j'entends l'infirmière juste à côté qui lui dit Chloé, installe-toi correctement dans le fond de ta chaise, s'il te plaît. Et là, je me dis, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on lui demande de s'installer comme ça? Donc, à la fin du repas, j'ai demandé à l'infirmière, mais en quoi ça posait un problème qu'elle soit comme ça sur le bout des fesses? Elle a dit, parce qu'elles font du gainage pendant qu'elles mangent. Elles font toute la stratégie des anorexiques, c'est d'essayer de perdre toutes les calories de toutes les façons possibles. Donc, ça va être en ouvrant la fenêtre quand il fait froid dehors. Alors que, bon, je ne pense pas qu'on perde énormément de calories, mais tout est... tout est stratégique, en fait. Hein. Oui, donc, c'est ça. D'avoir froid, ça fait dépenser des calories. Ça fait dépenser des calories. Elles vont prendre l'escalier alors qu'on leur demande de prendre l'ascenseur. Et ça, je l'ai vu, c'est pareil, quand on a l'image d'ados, des ados parfois un peu flemmards qui prennent plutôt l'ascenseur que l'escalier, qui vont plutôt regarder une série que lire un bouquin. Là, c'est un peu le monde à l'envers. Et donc, il y en a une, effectivement, qui était très maigre. Et puis, j'ai bien vu que c'est toute une chorégraphie pour aller manger. Hein. Pour aller au réfectoire, c'est l'infirmière, elle a le nom de celles des plus minces qui vont prendre l'ascenseur. Donc, Chloé, Ania, donc hop, vous prenez l'ascenseur. J'en ai vu une qui a resquillé, qui a pris l'escalier. On l'a récupérée par le col en disant non, toi, tu prends l'ascenseur. Donc, voilà, c'est très particulier. En fait, elles prennent l'ascenseur parce que le risque, c'est pas pour les empêcher de dépenser de l'énergie, c'est pour éviter de faire un arrêt cardiaque. Parce qu'en fait, elles sont tellement affaiblies par leur sous-poids que si elles font trop d'exercices physiques ou de choses, parce qu'en fait, elles ne font pas que monter les escaliers une fois, elles le font plusieurs fois. En fait. Oui, mais elles sont quand même très surveillées. Voilà, oui. Et on est obligé de leur demander. Vous avez l'air de connaître. Oui, parce que j'ai été hospitalisée pour des troubles alimentaires et d'accord. Donc j'ai croisé aussi des personnes anorexiques en situation de... Mais c'est vrai que, d'accord, donc je comprends mieux. Elles sont très, 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 très fragilisées. Oui. Et donc les examens sanguins, etc. Oui, c'est très... Oui, elles sont très surveillées. Mais alors justement, le cas précis de la maison de Solène, c'est qu'on n'a pas l'impression, moi qui ai vu ça de l'extérieur, qu'elles sont surveillées. Mais elles sont... un travail d'équipe, en fait. Voilà, et je sais qu'à un moment donné, quand l'infirmière devait réunir les ados, devait les rassembler avant d'aller au réfectoire, tout d'un coup, on n'en trouvait plus une. Mais elle est où Chloé? Elle est où? Quelqu'un a vu Chloé? Et tout d'un coup, j'ai senti l'angoisse monter parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. On ne sait jamais si elles vont se faire du mal, comment on va les retrouver. Et Dieu merci, Chloé, on l'a retrouvée, mais c'est le prix à payer. C'est une angoisse de la part des soignants, mais c'est le prix à payer pour une apparente liberté, on va dire. Et il faut les laisser comme ça pour que ça s'arrange. Donc, voilà, j'ai aussi assisté au groupe de parole. Je regarde l'heure quand même. J'ai aussi assisté au groupe de parole. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit les ados tous ensemble, tous les jeudis à 9h, comme je le raconte. Il y a thérapie de groupe, donc on choisit un sujet et on parle ensemble. Et ce jour-là, le sujet, c'était sur l'effondrement climatique. Enfin, je ne sais plus comment c'était présenté, mais tout d'un coup, ça s'est transformé en gros débat. Et là, elles qui détestent venir au groupe de parole, comme les ados qui doivent se lever et être bien à 9h du matin, il n'y en a pas beaucoup qui aiment, et bien tout d'un coup, j'ai vu des ados, mais à la fois, évidemment, anxieux par ce qui se passe, et puis ayant des solutions. Donc, il y en avait une qui disait, mais moi, j'achète chez les moines. C'était la grande gueule de l'équipe, c'était une fille qui était très drôle, elle qui était plutôt en surpoids d'ailleurs qu'anorexique. Et donc Marie-Rose Moreau lui rit, elle commence à rire, mais gentiment, évidemment, en disant mais qu'est-ce que tu fais à acheter chez les moines? Elle dit c'est super chez les moines, au moins on est sûr de savoir d'où ça vient. Elles sont toutes très nostalgiques d'une époque où on pouvait cultiver son jardin, d'ailleurs on y revient. Hein. Et puis
manger les produits de son jardin. Donc elle allait acheter chez les moines et elle détestait McDo. Voilà, c'est des filles qui sont très très averties de ça. Le second groupe de parole qui me permettra après de parler de hikikomori, c'était sur les phobies. Et donc là, Marie-Rose Moreau les a lancés sur ce thème. Et là, alors, évidemment, il y avait la phobie, la claustrophobie, l'agoraphobie, la phobie des araignées. Et à chaque fois, Marie-Rose Moreau, elle a ce petit truc de leur dire comment tu agis. Elle les pose en position d'acteur. Et ça, c'est un bon truc pour les parents aussi, à savoir toujours les rendre acteurs de ça. Donc, les ados répondaient. Et tout d'un coup, il y en a une qui dit moi, j'ai la phobie de l'échec. Elle n'a peut-être pas dit phobie de l'échec, mais elle a dit moi, j'ai peur de rater. Et tout d'un coup, tous, ils se sont mis à embrayer en disant ah mais moi aussi, moi j'ai la phobie de l'échec. Et là j'ai découvert une génération de jeunes qui ont peur de décevoir leurs parents, qui ont peur de rater leur vie quoi. Et en fait ça nous concerne nous les adultes, je trouve. Le rapport à l'école et à l'apprentissage qui est loin d'être simple maintenant, sans vouloir fustiger tout le temps l'éducation nationale, mais il y a quand même quelque chose il y a quand même un truc qui se fait plus là. Ils sont anxieux, on leur met la pression et parfois ils lâchent et parfois ils se déscolarisent parce que ils en ont marre d'avoir la pression. Pourquoi est-ce que c'est dur d'avoir la pression, à la fois pour la pression mentale évidemment, mais c'est parce que aussi ils sentent une exigence peser sur eux. Et qui dit exigence dit que quand on ne répond pas aux critères d'exigence, on est déçu de soi-même et on peut avoir honte de ce qu'on est. Alors, je suis d'accord, mais il y a aussi l'environnement. On n'est pas dans un monde serein et apaisé. Ça, c'est sûr. Oui. On n'est pas très très éloigné de l'Ukraine, si je peux me permettre. Oui. Il y a beaucoup de choses dans le monde qui font que ces jeunes n'arrivent pas à se projeter sereinement. Bien sûr, alors, tout compte. Les cours qui peuvent faire partie de ces critères anxiogènes, mais il y a aussi le monde actuel et ce qui se passe. Oui, bien sûr. Beaucoup. Oui. Je dis ça parce que je fais partie de l'éducation nationale aussi. Voilà. Vous êtes... Non, mais bien évidemment, et je l'ai vu pendant les fameux groupes de parole, ils sont très au courant de ce qui se passe. À un moment donné, pour reparler de l'éco-anxiété, il y a une jeune anorexique qui dit « J'ai entendu dire sur une vidéo brute, c'est une appli qui écoute beaucoup, qu'il nous restait plus que 90 secondes à vivre. » Et là, il y en a une autre qui dit, en rigolant, elle se moquait un petit peu, elle a dit « Mais c'est quoi le rapport de temps ? Parce que 90 secondes, sur quelle échelle de temps ?» Et la petite jeune, elle avait cru qu'il restait vraiment 90 secondes à vivre, quoi. Donc, ils vivent dans une forme de dystopie. Eux qui lisent des dystopies, depuis le confinement, ils vivent dans une sorte de dystopie. Ils ont vu qu'il fallait porter un masque, que le microbe, il était aérien, donc on pouvait l'attraper. C'est quand même très dystopique, ce qu'on a. L'Ukraine, n'en parlons pas. Le risque, la menace de la Troisième Guerre mondiale, évidemment, tout ça, ça compte. Mais l'exigence, moi j'ai vu, alors peut-être parce que c'est des gamins qui sont dans le 14e arrondissement de Paris et tout, mais d'ailleurs qui viennent de toutes les régions parfois. Moi j'ai vu des gamins qui ont peur de décevoir leurs parents, qui ont peur d'échouer. Voilà. Et ça me permet de parler de Sacha, puisque ce roman, voilà, je fais la bascule, ce roman qui est sorti donc en septembre dernier, Hikikomori dans le silence de ma chambre, je l'ai aussi écrit parce que j'avais fait cette immersion à la maison de Solène. Est-ce que quelqu'un sait ce que signifie Hikikomori ? Je vais vous faire parler un peu. Oui. Pardon ? Oui, exactement. C'est le nom japonais pour les no-life. Voilà. Donc oui. Ça peut durer des semaines, des mois, voire des années. Oui. Voilà. Et ça a été identifié dans les années 90 au Japon.
En France, moi, le premier article que j'ai commencé à écrire sur le sujet date de 2010. Je me suis intéressée au phénomène il y a 15 ans et j'ai vu le phénomène quand même augmenter. Effectivement, ce sont des jeunes. Alors, Sacha, elle va fêter ses 16 ans et elle est dans sa chambre. Sa grand-mère vient la voir en bas, elle ne veut voir personne. Elle habite dans un pavillon, donc elle est à l'étage. Ses parents, sa grand-mère sont en bas pour son anniversaire et elle ne descend même pas pour déguster le gâteau, son gâteau d'anniversaire. Comme les hikikomori, sa mère vient lui déposer, sa mère ou son père, enfin, viennent lui déposer son plateau 3 fois par jour devant sa chambre. Elle ouvre sa chambre, elle récupère le plateau, elle mange et elle laisse le plateau de l'autre côté. De temps en temps, elle descend quand les parents ne sont pas là, mais elle remonte, elle a envie de voir personne. Le regard pèse des tonnes, le regard des adultes pèse des tonnes. Et ce que Sacha a dit, ce que j'ai eu envie, parce que c'est mon héroïne, hein, je lui ai fait dire ce que je voulais, mais elle m'a été inspirée par beaucoup de témoignages que j'ai recueillis de jeunes hikikomori. Elle dit, je veux arrêter de me demander des choses, je veux vivre gratuitement, autrement dit. Et je trouve que les jeunes, ils ont besoin de cette période de tâtonnement aussi, de cette période où ils vivent. C'est ça l'enfance, hein, c'est vivre, jouer. Et en fait, les enfants, la période de jeu, elle est de plus en plus réduite parce qu'on leur demande de choisir ce qu'ils veulent faire plus tard. Ça les stresse énormément. Moi aussi, j'ai 3 enfants qui sont grands maintenant, mais la période du choix d'orientation, elle est terrible. Et la France, en France, au Japon, ils sont 1 million environ de hikikomori. Bon, au Japon, ils sont 124 millions d'habitants. Donc, c'est pas comme en France. Hein. Ils sont le double. Mais en France, ils sont maintenant quelques dizaines de milliers de jeunes hikikomori. Et ce que m'ont dit les spécialistes, c'est que la France et le Japon sont assez proches au niveau de l'exigence. Au Japon, il faut passer des concours pour être admis dans des universités. En France, il y a les fameuses classes prépa aussi qui sont hyper exigeantes. Parcoursup aussi. Et Parcoursup, ça stresse les parents. Oui, oui. Donc voilà, donc Sacha, encore une fois, elle fête ses 16 ans dans sa chambre. Mais vous voyez, là sur la couverture que vous voyez, il y a des rayons de soleil qui entrent dans sa chambre. Et ça, je le dis beaucoup parce que parfois on me dit, mais est-ce que c'est pas trop triste? Non, c'est pas triste du tout, encore une fois. Parce que il y a l'amitié qui joue un grand rôle. Il y a tous ses amis qui vont essayer de la sortir de là. Sa meilleure amie d'enfance qui joue un grand rôle. Donc il y a beaucoup de lumière qui pénètre dans sa chambre. Sa petite sœur derrière la porte. Et finalement, Sacha, je raconte pas la fin, évidemment, mais voilà, elle va sortir de l'ombre à la lumière, difficilement, mais bon. Maintenant, alors, justement, je parlais du fait de laisser l'enfance aux enfants. Au Japon, pour le coup, j'ai interviewé une amie japonaise qui est illustratrice et elle me disait, il y a le phénomène juku, je ne sais pas comment ça se dit, J-U-K-U. Au Japon, ce sont les cours particuliers que les jeunes suivent à partir parfois de la maternelle jusqu'à 21, 22 heures pour les entraîner, comme si on entraînait des pur sang, quoi, en fait. C'est assez courant à l'école primaire. C'est à partir du CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Mais elle me disait-elle, c'est elle qui me l'a dit, hein, ça arrive parfois en maternelle. C'est proposé aux enfants de maternelle. Ce qu'elle m'a dit aussi, c'est que, voilà, il y a beaucoup de jeunes hikikomori qui ont été harcelés. C'est le cas de Sacha d'ailleurs. Le harcèlement, dont sont victimes 1 ado sur 4, quand même, c'est beaucoup, hein, 25%, est souvent un facteur déclenchant. Évidemment, l'ado n'a plus envie d'aller en cours, il reste dans sa chambre et après, le phénomène d'anticipation fait que plus on s'enferme, plus on a peur de sortir, évidemment. Donc, voilà.
Donc voilà, le harcèlement. Euh, voilà. Je regarde l'heure pour Je savoir. fais une petite transition par Oui. rapport au dernier dont vous vouliez parler. Oui, tout à fait. Je voulais juste... Si vous regardez la première de couverture d'Hikikomori, hein, c'est un néologisme, c'est un emprunt au japonais et vous l'avez féminisé. Oui, voilà. Très juste. Et donc je me disais que c'était une transition pour parler d'écriture inclusive et d'un autre domaine qui vous tient à cœur, puisque c'est votre implication pour la défense des droits des femmes et votre engagement féministe. Oui, hein, on tout va à dire fait. les choses. Voilà. Oui, tout à fait. Et avec ce troisième opus, donc Soutif voilà, mon amour. Soutif mon amour, ça c'est un recueil de poèmes très contemporains, musicaux. Je vais faire je vais proposer une lecture musicale demain après-midi aussi, vers la même heure, je pense, vers 14h45, je ne sais pas trop, mais bon, on verra. Et donc ça me tient très à cœur. Pourquoi ? Parce que je délivre des messages aussi aux filles sur le rapport au corps, par exemple. J'ai un poème qui s'appelle Face à face. Devant le miroir, ton corps pèse 3 éléphants. C'est pour les filles qui s'imaginent trop grosses, pas assez minces, pas assez belles, parce qu'il y a un regard de la reine des contes derrière elles qui leur dit tout ça, ce fameux regard de l'idéalisation. Donc il y a aussi un poème sur le consentement, un autre sur le harcèlement de rue, sur la sororité. Et ça, je vais dans les classes très souvent pour en parler, pour faire la lecture musicale, parce que je transmets des messages de force aux filles. Oui, voilà. et le poème est un bon médiateur, puisque ça permet tout en légèreté, et avec le jeu sur le langage, les mots, hein, de transmettre des messages qui passeront mieux que si on était dans une prose ou une conférence, comme on peut... oui, tout à fait. Et la musique exacerbe l'émotion, donc ça marche encore mieux avec la musique. Je ne sais pas si est-ce qu'on a le temps pour 5 minutes pour des questions ou... Je ne sais pas, il faut... On a un petit peu de temps ou pas? Dites-nous. 5, 10, 15... 7 minutes. Eh ben alors c'est bon. Qui voudrait poser une question sur les ados, la santé mentale des ados? Si je peux répondre, si je ne peux pas répondre, je vous le dirai, mais ou sur ce que j'ai fait à la... Non, pas de questions. Ah, alors j'arrive. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir comment on peut... Donc, on a vu les problèmes, mais je voulais savoir un peu comment on guérit, on peut les aider à guérir. Est-ce que vous pouvez nous dire Alors, des petits mots? Je mettrais de côté peut-être les anorexiques, c'est quand même très particulier. Et puis là, je pense vraiment en ne leur mettant pas une pression, c'est un petit peu ce que j'ai vu, moi, mais en les laissant, on sait que les hikikomori, par exemple, il faut d'abord renouer évidemment le lien avec les parents et certainement pas déjà parler d'avenir. Par exemple, si un jeune a lâché ses études, ce qui est arrivé quand j'ai interviewé plusieurs témoins, que le parent revienne en parlant tout simplement, en écoutant aussi les émotions du jeune, ce que peut-être il n'a pas suffisamment fait. On est tous des parents, nous n'avons pas tout réussi, moi non plus, loin de là. Mais écouter, être chouchouter, peut-être leur redonner la part d'enfance qu'ils n'ont peut-être pas eu jusqu'au bout, mais certainement pas redire « Allez, il faut que tu sortes, tu vas louper ton année, on s'en fiche de l'année loupée. » Voilà, il ne faut surtout pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Faire aller très doucement. C'est parfois très difficile, mais Merci. Moi, je dirais que c'est ça. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'interrogeais parce que c'est vrai que vous avez féminisé les choses et vous parliez qu'il y avait beaucoup de filles. Ça veut dire que les garçons sont moins concernés ou est-ce qu'ils
ils le font peut-être pas ressortir. Enfin, je Oui. m'interroge là-dessus. Vous avez raison. Et là, d'autant plus que... Ah bah non, c'est plus la couverture. Les garçons, c'est 80... Enfin, les hikikomori, c'est 80% de garçons. Donc là... Et moi, justement, il y a eu déjà des choses sur les garçons. Je crois qu'il y a même eu un manga ou deux. Il y a eu une ou deux séries télé que j'ai vues. Et il y a 20% de filles. Et moi, j'avais envie de parler d'une fille, justement, avec ses problèmes de fille, avec... voilà. Sacha, elle a vécu des choses très difficiles. Donc là, ça, c'est un mauvais exemple de ma part. Les hikikomori sont surtout des garçons. Donc filles et garçons ont vraiment des mots... des pathologies totalement différentes. C'est vrai que chez les anorexiques, il y a 90% de filles. Chez ceux qui font des tentatives de suicide, hélas, parfois réussis, il y a plus de garçons. Qui ont plus en plus de... Donc, ils vont pas mieux, les garçons, mais ils ont juste des troubles différents. Pourquoi? Parce que vous avez des garçons. Oui, oui, on a des filles et des garçons, donc c'est vrai. Bah oui, moi j'ai j'ai deux filles et un fils, et je peux vous dire qu'ils ont des... Enfin, non mais... Ils vont bien, mais à l'adolescence, c'était très différent. Ils ont des façons différentes de s'exprimer, c'est tout. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais poser la question aussi. Est-ce que vous pensez que les écrans et les réseaux sociaux et tout ce qui est ça c'est aussi facteur de ça, oui. de tout ça, chez les adolescents, de tous ces troubles et tout ça, le fait de Oui. rester à la maison et tout ça. Oui, mais écoutez, chez les ados et les adultes, en fait, ça n'est pas la cause. C'est ce que disent bien les psys qui dénoncent maintenant qu'on parle d'addiction aux jeux vidéo, par exemple. C'est pas la cause, c'est une sorte de conséquence. C'est-à-dire que quand un ado va mal, il va se réfugier soit dans les jeux, soit sur les réseaux sociaux, soit sur Internet. Notre société a créé les conditions de l'enfermement. On peut rester des années. On peut commander par Uber Eats, on peut rester chez soi des années. Il y a autre chose avec les réseaux sociaux, c'est sûr qu'ils n'ont vraiment pas arrangé les choses, notamment je pense aux filles, mais tout ce qui est comparaison par rapport au corps, généralement on s'expose quand on est jolie, on met des filtres. Là, les psys ont vraiment dénoncé la présence des filtres qui font que on ne se supporte plus dans le réel. Et moi, ce que j'ai vu aussi à la maison de Solène, c'est la dysmorphophobie. C'est un mot très barbare, mais qui désigne, alors on parlait de phobie tout à l'heure, la phobie de se croire laid, de se croire gros alors qu'on est mince. Moi, j'ai assisté à des consultations où des filles arrivaient que je trouvais absolument ravissantes, de 15-16 ans, et toutes minces, et qui disaient mais je ne me supporte pas, qui se scarifiaient au niveau du ventre et des cuisses parce qu'elles trouvaient qu'elles étaient énormes. Je suis énorme. Enfin, c'est des trucs complètement... Donc oui, là, c'est sûr que ça n'a pas arrangé les choses. D'autres questions? Non? Eh bien, ça tombe bien, puisque il faut qu'on coupe. On va couper. Merci Sophie, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être restée jusqu'à la fin finalement. Oui, pas de souci. Notre prochaine rencontre sera avec Stéphanie Duncan. Elle est interviewée par Philippe Maté, professeur d'histoire et géographie. Pour vous donner un petit renseignement sur Sophie Duncan, elle est productrice animatrice à la radio France Inter, et puis elle présente l'émission Espion, Histoire vraie. Donc elle vient maintenant nous parler de toute sa carrière, de tout ce qu'elle propose. Et ça va être un vrai moment, tout à fait différent des autres, mais très agréable également. Stéphanie Duncan, interrogée par Philippe Maté.
Stéphanie Duncan, bonjour. Bienvenue. Bonjour, Bienvenue à la 28e fête du livre d'Autun. merci beaucoup. Je suis très contente d'être là. Première Alors. fois pour moi. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, il y a eu une petite présentation de fête. Vous êtes une femme de radio. Vous avez notamment des émissions qui sont centrées sur l'histoire en général. Et vous êtes la productrice animatrice d'Autant n'emporte l'histoire, Oui. qui est programmée tous les dimanches soirs. Et qu'on peut écouter n'importe quand en podcast.